Soyez les bienvenus à cette troisième et dernière journée de la conférence en mémoire de Dansokho, organisée par le PIT, Fondation Gabriel Péry, la gauche européenne et la Fondation Rosa Luxembourg. Alors, cette séance est censée aborder le thème de la décolonisation, de nouvelles libérations et du panafricanisme. Nous allons avoir trois intervenants. Enfin, nous aurions dû avoir trois intervenants, mais malheureusement, nous n'en aurons que deux. Souleymane Bachir Diagne s'étant excusé pour raisons familiales urgentes. Nous allons donc entamer dès à présent la première présentation avec Serge Walkov qui nous parle en visio de l'anticolonialisme, de l'indépendance nationale et de l'émancipation sociale. C'est à vous. Je salue tout le monde. Le titre de mon propos, bref, c'est « Anticolonialisme, indépendance nationale et émancipation sociale ». Je vais vous présenter brièvement un livre qui est le produit d'un travail de recherche sur l'histoire de l'anticolonialisme en Afrique en lien avec les partis communistes européens. Ce livre s'intitule « Les partis communistes occidentaux et l'Afrique ». Il a été élaboré à partir d'un colloque dont la Fondation Gabriel Péry a été co-organisatrice. Il traite l'histoire qui a été celle de la rencontre et la convergence de forces européennes et africaines contre le colonialisme et dans des combats pour l'indépendance nationale et le développement. C'est, me direz-vous, pour certains, une histoire ancienne. J'en conviens. Mais cette histoire comporte des résonances contemporaines. J'ajoute que ce livre a été une expérience enrichissante de coopération scientifique entre chercheurs africains et européens. Pourquoi revenir sur des épisodes qui semblent appartenir à un passé révolu? Je pense, pour ma part, qu'il faut en finir avec une conception linéaire et simplificatrice des différentes périodes de l'histoire africaine contemporaine. Sans doute, elles sont distinctes, mais il y a nécessité de les revisiter ensemble, de revisiter les moments d'une histoire où se croisent l'histoire du mouvement ouvrier européen, notamment communiste, et celle des mouvements anticolonialistes et de lutte pour l'émancipation nationale et sociale. Cette histoire est aujourd'hui souvent méconnue et dominée par des stéréotypes et beaucoup d'ignorance. Sans doute est-elle laissée de côté parce que les résultats n'ont pas été toujours à la hauteur des espérances. Mais ignorer cette histoire est une erreur parce que restituer les combats communs, les idéaux autour desquels ils se sont organisés, malgré les difficultés, que ce soit il y a bientôt un siècle ou plus proche de nous il y a 50 ans, cela peut être riche d'enseignements. Hier, plusieurs intervenants ont à juste titre indiqué que les transformations profondes, en particulier dans le domaine économique, pour assurer le développement des pays africains, nécessitaient de s'inscrire au moins
sur une décennie. Mais si l'on veut ainsi inscrire l'action politique actuelle dans le long terme à venir, il est également utile de penser l'histoire dans la longue durée. C'est le sens de mon action dans le département Archives et Histoire de la Fondation Gabriel Péri. Vous pourrez d'ailleurs vous reporter sur le site de la Fondation pour y trouver une documentation diverse qui concerne l'histoire en France du mouvement communiste, mais aussi à l'échelle internationale. Notre objectif est de mettre sous forme numérique à disposition des étudiants, des militants, mais aussi des responsables des organisations sociales et politiques, des ressources telles que des journaux, des brochures, des ouvrages, mais aussi des archives, les archives des organisations, qui permettent ainsi à chacun de revisiter l'histoire des combats progressistes de ces dernières décennies et aussi d'avoir leur propre approche critique de cette histoire, meilleure garantie contre l'histoire officielle. Cet ouvrage, Les partis communistes occidentaux et l'Afrique, s'appuie sur un colloque que nous avons tenu à Rome avec l'Institut Gramsci et le laboratoire d'histoire sociale de l'Université de Paris. C'est Françoise Blum, historienne bien connue des combats anticolonialistes en Afrique, notamment ceux des mouvements étudiants, qui a coordonné la publication de l'ouvrage avec les jeunes historiens de l'Université La Sapienza de Rome. De nombreux chercheurs africains ont participé à l'ouvrage qui couvre la diversité des situations dans les différentes zones du continent. L'ouvrage couvre une longue période qui va de l'entre-deux-guerres mondiales aux années 1990. Il aborde ainsi la naissance des mouvements et partis anticolonialistes et pour l'indépendance nationale, avec leur rencontre avec le mouvement ouvrier européen, ses organisations politiques et syndicales, au-delà même des zones francophones, puisque sont prises en compte aussi bien l'Afrique du Sud que les pays lusophones et anglophones et leurs organisations politiques qui se réclament de la révolution et de l'émancipation nationale. Au bout du compte, je voudrais dire qu'avec cet ouvrage, nous souhaitons contribuer à développer le travail historique en nous appuyant sur la coopération avec les chercheurs et institutions universitaires de toute l'Afrique. C'est d'ailleurs le sens du travail que nous menons en commun avec mon ami Habib Kasdagli, à qui je cède maintenant la parole et qui a apporté d'ailleurs une contribution importante concernant la Tunisie dans cet ouvrage. Je vous remercie de votre attention. Nous allons donc passer la parole à notre ami Habib qui nous vient de la Tunisie et qui a travaillé sur l'écriture de l'histoire commune de la colonisation. Bonjour tout le monde. Merci Serge pour cette belle transition. En effet, donc je vais continuer. Donc, il y a pas mal d'aspects qui ont été déjà évoqués dans votre intervention. Mais s'agissant d'un colloque qui porte sur les relations anciennes, mais entre Afrique et Europe, il est important aussi de voir comment aborder ces questions, donc dans le sens de la coopération déjà évoquée. Évidemment, la question des archives se pose et au niveau de l'étude du passé, il y a toujours ce binôme à la fois en concurrence, mais en complémentarité entre mémoire et histoire. Et c'est pour cela que ce moment fondateur de
nous parlons de libération, du moment de la libération, je vais commencer par passer les moments d'une scène qui s'est passée le 30 juin 1960 au Congo et où il y avait un passage de parole entre le roi Baudouin et Patrice Lumumba, que nous saluons son âme, son combat. Et vous allez voir que dès le moment, le jour de la signature, déjà, il y a eu deux versions de ce passé colonial. Je fais passer, donc je demande aux techniciens de passer tout d'abord quelques secondes de l'intervention de Baudouin et ensuite de celle de Patrice Lumumba. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Lorsque Léopold II a entrepris la grande œuvre, il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Un service médical vous a délivré de maladies combien dévastatrices. L'agriculture a été améliorée et modernisée. Et à travers tout le pays, les conditions de l'habitation et l'hygiène traduisent de remarquables progrès. Donc, voilà donc la version présentée par le roi Baudouin donc, dans la cérémonie solennelle marquant l'indépendance du Congo. Et il n'a pas raté l'occasion, donc Patrice Lumumba, donc de répondre à cette version. Donc, au lieu, le conquérant devient civilisateur. Donc, Léopold II qui s'est présenté au 19e siècle comme... donc, il lui répond, donc Patrice Lumumba. Allez-y, monsieur. Traduisent de remarquables progrès. Je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais, dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Car nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Donc, comme vous voyez, donc, deux versions d'un même passé, mais chacun, évidemment, il va le voir de son point de vue ou bien de sa narration. Et fort de constater que ça continue jusqu'il y a à peine 48 heures. Donc, le président Macron parle d'événements à la rue d'Isly en Algérie. Il y a 3 mois, il avait parlé des manifestations anticoloniales à Paris le 17 octobre 1961. Donc, il y a des versions qui se font au niveau de mémoriel. Et il est important, évidemment, donc, comme vient de le rappeler, que cette indépendance du Congo ou de la majorité des pays africains fut acquise suite à des luttes anticoloniales au cours des années 50 et 60, comme vient de le rappeler professeur Serge Velikov, mais quelques décennies après, donc, nous sommes toujours donc, dans cette quête, quel est le récit réel ou bien quel est le vrai récit, parce que c'est au niveau mémoriel que ce passé va donner lieu à des guerres des mémoires dès le jour même de l'indépendance. Donc, au niveau des nations anciennement colonisées, fiers de leur combat pour la liberté, faisant souvent de ces luttes une source de légitimation des gouvernements post-indépendance avant le verdict des urnes, parce qu'à chaque fois, ils disent que c'est nous avons mérité ce poste de président ou bien de chef de gouvernement parce que nous avons combattu la colonisation. Selon ce récit officiel et unilatéral qui sera véhiculé dans les manuels scolaires et avec d'autres outils de propagande, radio, cinéma, journaux, fêtes nationales et autres commémorations, et sera imposé comme seule vérité au sein même des pays nouvellement colonisés. Toujours selon ce récit officiel, il s'agit d'une lutte continue d'un peuple uni qui ne s'est jamais
arrêtés contre le colonisateur, et d'où, par la suite, il y a le chef unique, mais aussi le parti unique, et ce qui a justifié pendant longtemps, donc, comme nous avons parlé hier, cette légitimation du parti unique, du chef unique. Donc, un peuple qui était toujours uni comme un seul homme derrière son leader national pour repousser donc le mal de la colonisation. De l'autre côté, dans beaucoup d'anciennes métropoles, un autre récit, cette fois-ci, lui aussi unilatéral, va prévaloir et présentant la présence européenne comme une œuvre civilisatrice. Et vous avez bien entendu le roi Baudouin, donc que c'était une œuvre civilisatrice visant à développer des peuples, entre parenthèses, arriérés. Donc, parlant de la contestation de l'ordre colonial, on va parler de guerre, de pacification et d'action terroriste, et non de lutte pour l'indépendance nationale. On a même vu des textes de loi votés en 2005 en France qui imposaient aux enseignants, heureusement que nos camarades et militants donc, de l'enseignement en France donc, se sont érigés comme une seule personne, donc, parce qu'on voulait leur imposer qu'ils évoquaient l'œuvre, les bienfaits de cette œuvre coloniale dans les pays où la France était là. Donc une guerre, donc on peut dire, des mémoires qui durent depuis plus de 60 ans. La guerre des mémoires continue, des narrations restent parallèles. On peut même dire que Patrice Lumumba a été le premier à en faire les frais, puisqu'il fut lâchement abattu 6 mois après s'être adressé au roi des Belges à égal et égal le 17 janvier. Donc il a été assassiné, comme on le connaît, donc 17 janvier 1961, à peine 6 mois après ce discours. Évidemment, certes, un assassinat commandé de l'extérieur, évidemment, mais force est de constater que son exécution a été faite par des locaux. Donc parmi ceux qui ont joué, donc, il est bien, donc Mobutu, on a été pour quelque chose. Donc, en fait, la guerre des mémoires continue à être menée à 2 niveaux. Le premier niveau, celui entre les pays nouvellement indépendants et les pays anciennement colonisateurs. Le mardi 30 juin 2020, en Belgique, la ville de Gand a déboulonné une statue de Léopold II, parce que jusqu'à une date récente, donc ces chefs de la colonisation étaient bien importants, donc leur statut était bien là, mais c'est pour marquer les 60 ans d'indépendance d'anciennes colonies. Des effigies de Baudouin et de Léopold II accusés par le collectif Réparons l'Histoire d'avoir tué plus de 10 millions de Congolais ont été vandalisés début juin à Anvers et Bruxelles en lien avec le mouvement Black Lives Matter. À l'inverse, si Patrice Lumumba est devenu le symbole de la lutte pour la liberté non seulement au Congo, mais pour tous les peuples africains et dans les 5 continents, il reste encore du chemin à faire. C'est juste un petit square, Patrice Lumumba, qui a été inauguré en plein centre de Bruxelles en 2018, au port du quartier africain de Matange. La question est toujours à l'ordre du jour en Europe. C'est extrêmement important pour que la Belgique puisse assumer son passé colonial et pour la fierté des afro-descendants. Calvin Suarez, député au Parlement bruxellois d'origine togolaise, qui avait rappelé cela. Évidemment, il y a à l'occasion de telles élections comme aujourd'hui, donc comme ces derniers temps, donc en France, il y a des évolutions que les historiens ne peuvent négliger, mais donc les décisions ou bien les discours de Macron ou bien la reconnaissance par l'État français du crime qui a été fait sur notre camarade Maurice Audin. Donc tout ça est important, mais ce sont des reconnaissances qui viennent 60 ans après, voire plus, donc suite aux luttes, suite à la résistance des historiens qui à chaque fois donc, se réfèrent donc, à des archives, etc. Donc le premier niveau donc, des luttes entre les pays anciennement colonisés et les anciennes métropoles. Le second niveau de cette guerre des mémoires se passe dans les pays indépendants eux-mêmes, qui connaissent l'apparition de 2 mémoires. J'évoquerai surtout le cas de la Tunisie que je connais le plus, puisque le Parlement tunisien donc, a connu une expérience malheureuse, enfin disons, que nous devons éviter. Elle s'est passée le 9 juin 2020, une motion qui demandait officiellement à la France
de présenter des excuses à la Tunisie pour des crimes commis pendant et après la colonisation. Cependant, donc, si on lit les résultats, cette motion a été refusée, tout simplement. Est-ce que là, à dire que les Tunisiens sont devenus des nostalgiques et ils regrettent la période où, entre 1881 et 1956, la Tunisie a été colonisée par la France? Non, tout simplement, tout le monde reconnaît que si la motion n'était pas passée, parce qu'on avait assisté plus à un règlement de compte interne entre les forces politiques tunisiennes antagoniques, et la question de la mémoire coloniale et de la condamnation du système colonial ne furent que prétexte. Donc, en fait, ce jour-là, s'est exprimée la volonté de contredire le récit de la lutte nationale et d'en finir avec les symboles de la nation tunisienne et en premier lieu avec le leader Habib Bourguiba. Donc, c'était des contestataires islamistes qui voulaient donc contrecarrer, casser le discours, enfin le récit qu'en faisait Habib Bourguiba. Donc, le débat donc, avait connu ce jour-là, le Parlement tunisien s'est transformé en guerre de mémoire où chacune des parties présentes en interne donc s'est lancée dans une guerre de position en vue de conquérir une nouvelle légitimation politique. Comme partout, les guerres de mémoire, nous pensons qu'elles ne peuvent être le prélude à une réconciliation. Donc, mais ils constituent encore l'annonce de division profonde. Donc, c'est là où apparaît le rôle des historiens. Donc, c'est une tâche à nous, historiens et intellectuels, comme vient de rappeler donc, Serge, se pose la question comment en finir avec les guerres de mémoire, comment penser le passé colonial sous le prisme de l'histoire, comment écrire ensemble l'histoire du passé colonial. Donc, nous pensons qu'il y a lieu, comme vient de le rappeler, donc j'appartiens à une université tunisienne, Serge appartient à une université française, il y a lieu de rencontre, et c'est mon sens ou bien l'appel que je lance, que l'histoire, donc évidemment, cette histoire-là, donc il n'est pas, donc c'est pas le panache seulement de l'histoire des historiens des pays anciennement colonisés ou ceux des pays anciennement colonisateurs. Donc c'est une science et qui est là. Donc c'est un passé commun, douloureux, souvent violent, et sur lequel nous devons coopérer, donc africains et européens appartenant aux universités, donc comme nous le faisons aujourd'hui. Donc il y a des intellectuels, des militants de des universitaires de tous les continents qui sont là autour de cette question des rapports entre l'Afrique et l'Europe. Donc là, évidemment, se pose la question des archives. Donc il a bien montré que cette question, évidemment, toute histoire ne peut s'en passer. Et hier, lors de la discussion du film sur le parcours d'Amath Dansokho, nous avons évoqué la question des archives. Il faut évidemment régler cela. Il faut trouver des solutions. J'imagine, enfin, je vous propose la solution tunisienne, franco-tunisienne depuis 40 ans. Nous avons pris des microfilms. Donc, au lieu de se mettre dans une guerre de position, je veux rapatrier les documents eux-mêmes. Donc, il y a lieu de trouver la solution des microfilms et aujourd'hui la solution du numérique, donc, que vient d'évoquer Serge. Donc, évidemment, le système colonial est fondé, faut-il le rappeler, sur une politique de domination, d'exclusion et de répression des autochtones. On ne peut entretenir à son égard nulle nostalgie. Donc, les historiens ne sont pas du tout, ne regrettent jamais ce passé colonial. Loin de nous également l'idée de négliger l'importance des questions mémorielles dans les sociétés. Les événements récents en Tunisie ou en France l'illustrent tout à fait, tout comme l'apport de la mémoire en tant que source de la connaissance du passé. Mais notre démarche doit résolument se placer sur le terrain de l'histoire. Elle se doit de comprendre et d'expliquer les ressorts et les mécanismes de la situation coloniale, dont transmettre la connaissance par le biais d'ouvrages érudits ou pour le grand public. En conclusion, nous pensons que ce passé ne peut rester uniquement la proie des conflits de mémoire, aussi bien les mémoires qui divisent les pays nouvellement indépendants eux-mêmes.
que les conflits de mémoire ou mémoire parallèle où s'opposent mémoire des pays anciennement colonisés, celles construites dans celles qui se construisent dans les anciennes métropoles. Nous sommes appelés à faire une écriture partagée et apaisée de ce douloureux moment, où, une écriture qui doit être portée par les historiennes et les historiens des universités européennes et celles des pays africains. C'est, nous semble-t-il, la condition nécessaire pour bâtir un savoir, une mémoire et un avenir commun entre les peuples que l'histoire a parfois dressés les uns contre les autres. Merci. Voilà, donc, comme je le disais en début de séance, malheureusement, le troisième intervenant, Souleymane Bachir Diagne, ne pourra pas nous rejoindre, ce qui va nous laisser un peu plus de temps pour les échanges et les commentaires. On va prendre les questions, les interventions, les commentaires. Je vois une main là-bas au fond, 2 et 3. Donc, je commence au fond là-bas, Cassé. Je crois qu'il y a un micro derrière. Ah non. Les micros? Merci Pierre. Je voudrais vraiment saluer l'idée de ce panel sur l'histoire, entre autres, des relations entre les partis communistes et l'Afrique et saluer vraiment l'apparition de cet ouvrage que personnellement je vais commander avec beaucoup d'intérêt. Et je vais expliquer pourquoi. Et regretter que notre ami Souleymane Bachir Diagne ne soit pas là, puisque dans ce que je vais dire, il y a une partie dont il a parlé dans son dernier livre, Le fagot de la mémoire, à propos notamment des nouvelles théories qui ont cours aujourd'hui à propos de la période post-coloniale. C'est des concepts comme la décolonialité, la post-colonialité, etc. Je dois constater aujourd'hui, c'est dommage d'ailleurs que je n'ai pas été informé à temps de ce panel, parce que j'aurais pu faire l'exégèse des études qui sont menées dans les départements d'histoire de nos universités sur cette question précise du rôle des communistes dans la lutte pour l'indépendance et dans la période immédiatement après les indépendances. Il y a quelques années de cela, nous avions des collègues ici à Dakar, au département d'histoire, qui s'étaient fait un honneur, en tout cas une place très importante dans ces questions-là, et qui aujourd'hui malheureusement sont à la retraite. Et je ne suis pas sûr que les collègues qui leur ont succédé se soient intéressés de près à ces questions-là. Il faut dire que dans les années qui ont préparé et celles qui ont suivi les indépendances, il y a eu une tentative de nier l'apport des communistes dans la formation politique et idéologique des élites africaines, surtout celles francophones, et qui étaient en même temps dans la même période, dans le même contexte que les préparations aux indépendances africaines et qui ont vu le jour à Paris. Je pense notamment à 1956, le congrès des écrivains et des artistes noirs avec présence africaine et tout ce qui a suivi jusqu'au congrès, jusqu'au Festival mondial des arts nègres de 1966. Et au cours de cette première rencontre en 1956, l'impérialisme a tout fait pour étouffer, voire ne pas laisser se présenter des penseurs de la décolonisation et qui avaient leur mot à dire à ce congrès. Ceux qui ont été entendus, dont on parle assez souvent, c'est Frantz Fanon et les autres. Mais d'autres théoriciens comme Du Bois et d'autres n'ont pas pu faire le déplacement et le congrès a été très très suivi par la France pour voir un petit peu qu'est-ce qui allait se préparer. Je ne vais pas
prolonger longtemps parce que ce serait trop long. Mais ce qu'on a noté, en tout cas, c'est que des années 70 aux années 80 et même jusqu'au départ de Léopold Sédar Senghor, il y a eu énormément de discussions sur les voies possibles à emprunter par les pays nouvellement indépendants. Nous avions d'un côté les théoriciens du marxisme et de l'autre côté, nous avions les théoriciens du socialisme ou du pseudo-socialisme à la Senghor, etc. Alors, la question idéologique était très présente. Mais on oublie souvent dans la recherche que cette période a vu naître beaucoup de publications, beaucoup de débats, beaucoup de controverses, beaucoup de rencontres internationales autour de l'idéal communiste. Et je dois rendre hommage ici à la mémoire de Jean Suré-Canal dans son écriture de l'histoire de l'Afrique. Dans le même temps où en RDA, en République démocratique allemande, paraissaient des ouvrages extrêmement intéressants sur la question. Je dois également rendre hommage, comme certains collègues l'ont fait récemment, à une grande chercheuse qui était très proche du Parti communiste français, Catherine Kokry-Vidrovitch. Et c'est vrai que le nom de Serge Volikov m'était familier dans les années 70, puisque nous avons été abreuvés à cette source-là de rencontres, de discussions, de lectures à partir de ce que les communistes français faisaient. Je veux dire par là que le rôle du Parti communiste français dans les théories de la décolonisation, on a tenté pendant longtemps de les occulter, aussi bien en Afrique francophone que dans le Maghreb, que ce soit la Tunisie, l'Algérie ou bien le Maroc. Et ce n'était pas un hasard d'ailleurs à l'époque si les accointances de Bourguiba et de Senghor ont conduit à l'idée d'Eurafrique et plus tard à cette idée de la francophonie. C'était toujours pour juguler les luttes qui étaient en train de se mener pour donner à l'Afrique une voie tout à fait originale de développement. Donc je pense que ce qui s'est passé, je salue vraiment les deux interventions qu'on a entendues tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier non plus que dans cette question précise, on a tenté et on tente toujours d'occulter l'aspect mémoriel de la lutte des communistes français et des communistes africains, y compris dans les mouvements de libération nationale. Et c'est d'ailleurs l'époque qui a vu les assassinats de la plupart des grands dirigeants des mouvements de libération comme l'UPC et je pense. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un reflux. Les historiens ont semblé déserter, en tout cas du point de vue de la compréhension globale, en Afrique particulièrement, déserter un peu ce champ pour le laisser à d'autres qui introduisent subrepticement de nouveaux concepts. J'en ai parlé tout à l'heure et c'est par là que je vais terminer. On semble nous dire que tout ce qui a été écrit sur la décolonisation, sur la période postcoloniale, et les Américains sont très forts pour ça. Les postcolonial studies, comme on les appelle, et tout ce qui tourne autour de ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de décolonialité. J'en ai discuté il n'y a pas longtemps quand j'étais à Ouagadougou, au FESPACO, pour mettre en relief, du point de vue du cinéma, par exemple, tout ce que cela peut apporter comme confusion dans la tête des gens pour avoir une assise théorique solide par rapport à la période postcoloniale. Et je salue au passage, parce que j'ai été très souvent invité aux journées cinématographiques de Carthage, à propos du travail mémoriel dont parlait le Kamal tout à l'heure, ce que la Tunisie a fait est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que les Français nous redonnent notre mémoire en matière de cinéma. Et quand je dis cinéma, c'est vraiment le cinéma engagé, c'est le cinéma d'art et d'essai. La Tunisie a fait un très gros effort de restauration, de numérisation des archives cinématographiques et on pourrait s'appuyer là-dessus pour revoir encore une fois cette question-là. J'interviens comme ça en vrac sur la question, mais c'est pour dire simplement que nous avons à faire connaître à la jeune génération l'apport considérable de la pensée communiste portée par les partis communistes pour que, dans cette période très difficile, curieusement d'ailleurs, c'est à la fin, au départ de Léopold Sédar Senghor, que tous ces débats-là
pratiquement ont perdu de leur valeur parce que nous sommes entrés dans une autre phase de lutte, etc., etc. Je m'en arrête là, mais j'aurais pu continuer davantage. Vraiment, je salue l'initiative de ce panel parce que ça nous remet à l'ordre du jour la nécessité de revisiter tout ce qui a été écrit sur la période et de contrecarrer toute forme de nouvelle théorie qui tend à occulter, d'une certaine manière, tout l'effort qui a été fait à l'époque pour que nos pays n'empruntent pas la voie de développement capitaliste. Merci beaucoup. Merci bien. On va prendre 2 autres interventions. Après, je vous passe la parole. Et après, on verra s'il y a d'autres interventions. Oui. Merci beaucoup. Et je m'associe aussi aux félicitations, aux remerciements. Et particulièrement pour les 2 panélistes de ce matin et concernant ce thème. Parce que moi, personnellement, j'ai découvert Serge Krylov il y a quelques années, justement concernant les rapports entre les partis communistes européens et les partis communistes africains dans le cadre de la lutte contre la décolonisation, enfin pour la décolonisation plutôt. Et j'avoue qu'il nous a éclairé, moi et d'autres camarades, énormément concernant, depuis d'ailleurs la période du Comintern et tous les problèmes qu'il y a eu entre les stratégies du Comintern, les problèmes au niveau des colonies, etc. Donc, je pense que ce soit en Algérie, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Afrique du Sud, et même que ce soit au Sénégal. Et donc, lui et d'autres personnes et d'autres institutions ont eu à développer énormément de choses qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une idée assez nette sur ce qui s'est réellement passé. Et je pense que depuis 3 jours, en fait, l'un des problèmes que j'ai constaté, ou l'une des marques de ce colloque, c'est justement l'histoire, la mémoire. Et le travail fait par pour le documentaire qui a été présenté le premier jour et le documentaire concernant Ahmad Dansokho nous montre aujourd'hui qu'en réalité, le combat qui doit être mené, au-delà, ou je dirais peut-être en rapport avec la déconstruction sur les concepts, n'est-ce pas? C'est un travail de mémoire et d'histoire, d'écriture de notre histoire par nous-mêmes. Parce qu'en réalité, je pense qu'en tout cas, au niveau international, particulièrement au Sénégal et en Afrique, nous avons perdu la bataille intellectuelle. Nous avons perdu la bataille de présentation de notre récit. Et ce que Magueye a dit, moi personnellement, je le constate parce que quand j'étais étudiant ici à l'université, à la faculté des sciences économiques, en 3e ou 4e année, nous avions un cours sur le système économique comparé, qui comparait donc l'économie capitaliste et l'économie socialiste. Mais ce cours n'existe plus. Maintenant, ce qu'on forme, c'est plus des étudiants en gestion, en histoire, en sociologie, etc. Tous les problèmes qui nous concernent, sur lesquels nous devons travailler, n'est-ce pas, ne sont plus enseignés ou ne sont plus traités dans les sujets de recherche. Et je pense que donc c'est un appel en fait que je lance particulièrement au CDS qui est partie prenante de ce colloque, n'est-ce pas, mais aussi au PIT. Parce qu'en réalité, avec le PIT, je pense en partie, avec en tout cas des militants du PIT, nous avions démarré en 2017 avec le 50e du manifeste du PAI, une tentative ou initiative pour écrire notre histoire, en tout cas l'histoire de ceux qui ont lutté pour l'indépendance et de ceux qui ont été leurs héritiers. Bon, nous avons essayé aussi avec d'autres camarades, avec le comité pour le centenaire de la Révolution d'octobre, n'est-ce pas? Et je pense que ce travail est en train de continuer, n'est-ce pas? Et je pense qu'à ce niveau, autant pour le PIT, je profite de la présence du secrétaire général pour lui parler, peut-être j'espère que le secrétaire général du Sud-Est est là, pour qu'ils incitent leurs camarades, qu'ils incitent leurs syndicats, qu'ils incitent leurs professeurs, qu'ils incitent les étudiants qui sont dans ces universités pour créer des espaces de réflexion, d'écriture de cette histoire, de partage de cette histoire, parce que c'est fondamental si nous voulons que nos idées, nos conceptions, notre histoire puissent être connues. Je pense que c'est la meilleure manière de partager cette histoire avec la jeunesse. Parce que chaque fois j'entends sur le plan politique, ouais, on ne voit plus de jeunes, etc., etc. Mais c'est parce que aussi nous ne faisons pas le travail pour écrire notre histoire, pour déconstruire les concepts et partager avec eux.
dans les luttes pour les armées. Je pense que c'est la meilleure manière. Parce que la lutte que les doyens du pays ont menée, que les Sambassi continuent aujourd'hui, que nous, là peut-être pas les moins jeunes, en tout cas continuent, et les plus jeunes continuent, c'est-à-dire ça ne nous appartient pas. Ça appartient au peuple sénégalais, ça appartient aux peuples africains, ça appartient à l'humanité. Donc c'est à nous, effectivement, d'écrire notre histoire, et je pense que, j'espère en tout cas, avec le prétexte de ce colloque, qu'au sein du PIT, qu'au sein du CEDES, qu'au sein des départements où nos camarades interviennent, n'est-ce pas, qu'il sera possible de créer des espaces pour écrire l'histoire, pour partager, etc. En tout cas, organiser des rencontres autour de ces problématiques avec les militants, avec les acteurs de la société civile, etc. Je vous remercie. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Donc, je suis Aziz Fall du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. J'aimerais rebondir justement sur ce que Ouzin Ndiaye vient de dire en précisant que les mémoires sélectives et l'effort de réécriture de nos histoires sont en fait confrontés à plusieurs tares. Je m'en vais pour donner exemple une histoire récente qui est le procès dans l'affaire de Thomas Sankara, où nous avons ardemment demandé la déclassification des archives françaises et nous avons obtenu 3 lots de documents triés sélectivement, un peu aussi comme cette grande commission sur l'histoire de l'Algérie a pu faire des efforts. Donc on voit qu'il y a une sorte de petite boîte de Pandore qui est ouverte, mais nous avons nous-mêmes la grande difficulté de pouvoir faire l'effort de notre côté. Et par exemple, le tribunal qui juge cette affaire a refusé que nous enregistrions notre procès. Et donc, nos avocats doivent travailler avec des plumitifs du greffe. Alors, je donne ce petit exemple pour montrer en fait la très grande difficulté qu'il y a à reconstituer des pans d'histoire à la fois récentes ou sur une histoire relativement plus longue. Et je pense qu'un des grands efforts que nous avons à faire, c'est d'abord de faire un immense geste vers les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est, qui ont effectivement gardé des archives essentielles dans la période de décolonisation, et nous négligeons en fait, du fait des barrières linguistiques, l'importance de ces archives. D'autres archives que nous avons nous-mêmes sur le continent, par exemple au Ghana, les archives de Padmore sont en piteux état. Et donc cet effort de reconstitution historique, même avec beaucoup de volonté de la part de nos universitaires, est vraiment hasardeux. Nous avons des conceptions africanistes qui se conjugue désormais, comme on l'a dit, dans des ères postcoloniales, décoloniales, où visiblement la colonialité est toujours centrale. Et je crois que pour les Africains, notre univers transcende et dépasse la colonialité. Donc, il faut que nous-mêmes, nous ayons un effort de reconstitution historique en écrivant cette histoire, un peu comme Cheikh Anta l'a fait, pour voir dans les tréfonds de notre amnésie, parce qu'il y a vraiment une amnésie qui s'est installée, quels sont les éléments qui peuvent encore permettre la construction d'une histoire continue de cette Afrique. Mais dans la phase contemporaine, j'en appelle vraiment à la grande solidarité des internationales ou ceux qui en subsistent, mais de regarder aussi vers ces pays qui n'ont pas eu à jouer un rôle colonial, mais qui ont eu à jouer un rôle très important, notamment en Afrique australe, en Afrique du Sud. Et donc, ces barrières linguistiques viennent parfois obérer une bonne partie de ce travail. Mais je crois qu'un des efforts que nous devons avoir avec des instances comme le Codesria et les groupes comme la Fondation Gabriel Péry et Rosa Luxembourg, etc., c'est de s'arrimer dans ce sursaut de résistance contre le néolibéralisme ambiant et les phases de dépolitisation, de pouvoir créer des espaces, et ces espaces existent, encore faut-il qu'ils soient susceptibles d'être utilisés. Bien sûr, il y a la raison d'État. Par exemple, avec cette France-Afrique qui s'éteint, la raison d'État fait qu'on ne donne pas, on ne divulgue pas ce qui se passe. Par exemple, si aujourd'hui on voulait archiver ce qui s'est véritablement passé en Libye, par exemple, le casse de la Libye, l'implosion des systèmes de déstructuration de ce qu'on peut appeler le Sahélistan, quel type d'archives on va avoir? Est-ce que c'est les archives de la CIA? Est-ce que les pays du Maghreb eux-mêmes ont des archives qui puissent démontrer toute cette nébuleuse du chaos qui s'installe avec les fondamentalismes instrumentalisés? Est-ce qu'on a une forme d'archive qui montre comment la géopolitique militaire des grandes puissances s'installe? Quel genre de documents nous avons pour pouvoir démontrer cela? En fait, il y a une très grande faiblesse, je crois, de notre côté, à constituer un corpus solide
en regardant dans l'histoire de longue durée, mais aussi dans l'histoire qui se déroule maintenant. Nous n'avons pas, jusqu'à présent, je crois, cette faculté du fait de l'ostracisme des partis communistes qui encore perdure. On n'a pas encore cette capacité, hélas, de pouvoir considérer qu'ils ont été un apport plus qu'important dans la reconstitution de notre passé commun d'exploiter et d'opprimer de la terre. Je vous remercie. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste rebondir sur la problématique des archives, parce qu'étant cinéaste, on est tous souvent confrontés justement à l'accès aux archives. Mais je voulais surtout aussi dire qu'est-ce que la problématique est beaucoup plus compliquée que cela. Qu'est-ce que la France gagne aujourd'hui à garder nos archives? Je pense que c'est la question fondamentale qu'il faut d'abord se poser. Qu'est-ce que l'Occident gagne à garder nos archives? Vous avez pris l'exemple de la Tunisie en disant qu'il ne fallait pas aller en confrontation. Mais moi, je pense que l'heure est arrivée justement de taper du poing sur la table et d'aller vers la confrontation. Parce que moi, j'ai 44 ans et je n'ai aucun accès à la mémoire de mon peuple, à la mémoire de mes ancêtres. Moi, en tant que Sénégalais, je n'ai pas demandé à être colonisé. Qu'est-ce que la France gagne à vouloir me cacher l'histoire de mon peuple? Et il ne s'agit pas que du Sénégal. Là, on parle de l'Afrique occidentale française. Il y a le Soudan, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'ensemble. Voilà, aujourd'hui, moi, je dis que la France est assise sur la mémoire de plus de 300 millions d'Africains. Et ils nous disent, pour avoir accès à ces archives, il faut payer. Malheureusement, à l'époque, nous, on n'avait pas de caméras. C'est eux qui avaient les caméras. C'est eux qui nous ont colonisés. C'est eux qui ont capturé notre mémoire. Du coup, c'est très difficile de faire ce travail de mémoire, ce travail d'imaginaire. Je vous dis que, encore une fois de plus, c'est un fait inédit dans l'histoire de l'humanité. Les Chinois savent ce qu'il y avait chez eux il y a 2, 3, 4 siècles. Vous allez aux États-Unis, dans les grandes universités, idem. Ils ont gardé des archives, ils ont leurs archives. Il n'y a que l'Africain, moi je parcours le monde, hein, il n'y a que l'Africain qui aujourd'hui a un problème d'accès à son patrimoine, à ses propres archives. Mais au nom de quoi la France garde nos archives? Au nom de quoi l'INA me demande, moi, si je dois faire un film sur le Sénégal, hein, les années 40, voilà, 50, voilà, si je veux retracer l'histoire de la gauche révolutionnaire sénégalaise, comme je suis en train de le faire, l'INA me demande de payer une minute 1 000 €, 655 000 francs CFA. Mais de qui se moque-t-on? Nous, on a décidé maintenant de les confronter. S'il faut faire des marches, aller devant l'ambassade de France, organiser, je ne sais pas quoi, des rassemblements, même si ça intéresse très peu de monde, on est obligé aujourd'hui, voilà, de se radicaliser. Bon, sachant que ce mot a beaucoup de connotations maintenant. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ma génération, on n'a plus le temps je sais pas moi, de s'asseoir à passer par des documents. Non, on demande qu'on nous rende ce qui nous appartient. C'est aussi simple que ça. Je pouvais comprendre, dans les années 70, bon, on sortait juste des indépendances, il fallait négocier, il fallait expliquer. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on tape du poing sur la table et qu'on exige, comme l'a fait l'Algérie, qu'on exige. Il n'y a pas de négociation. Ils n'ont qu'à nous rendre, en tout cas les archives filmés, ils n'ont qu'à nous rendre nos images pour que nous aussi, qu'on puisse faire notre travail de mémoire, notre travail sur le patrimoine et qu'on puisse arracher, comme le disait voilà, Cheikh Anta Diop, voilà, ce qui nous appartient. Merci. Oui. Après celui-là. Bonjour tout le monde. Je voulais, pour le dernier intervenant, peut-être qu'il y a l'option d'aller voler les archives aussi. En hacker. Je disais qu'on peut aller voler les archives. On peut les pirater. On peut faire comme Wikileaks. Par exemple, il y a dans le site de Wikileaks, il y a des milliers de documents, d'archives du département d'État américain sur le Sénégal. Et que les historiens certainement n'ont pas encore travaillé dessus. Et qui sont disponibles en ligne. Un autre exemple de l'histoire. Des fois, c'est des considérations idéologiques ou politiques qui font que
par exemple, le patrimoine mégalithique que nous avons au Sénégal. Le Sénégal a un des sites entre le Sénégal et la Gambie mégalithiques les plus importants du monde. Mais le traitement par nos propres chercheurs de ces sites est presque marginal. Vous allez dans le Saloum, vous demandez, on dit ce qui doit, bon, les gens ne savent pas, je demande aux enfants, tout va bien. Donc, il y a des problèmes. C'est la même chose pour l'histoire des partis, parce qu'il y a des enjeux politiques ou idéologiques. Beaucoup d'archives du PIT existent. Beaucoup a été collecté, beaucoup a été préservé. Maintenant, il faut les traiter. Dans quelle direction? Quelle version de l'histoire, par exemple? Donc, c'est des questions délicates qu'il faut traiter avec des professionnels, certainement, mais il y a cette dimension politique. Maintenant, je voulais juste donner quelques exemples, si je ne suis pas trop long. Je prends l'exemple de l'Afrique du Sud, parce qu'on parle de panafricanisme et de décolonisation. L'ANC a été créé en 1912, le Parti communiste sud-africain en 1921, et c'était essentiellement des Sud-Africains d'origine européenne qui ont créé ce parti communiste. Mais 7 ans plus tard, le secrétaire général devenait un ouvrier africain de souche, Mose Cotton. Et depuis plus de 100 ans, on a cet exemple de fusion du socialisme et du panafricanisme en Afrique du Sud, avec dans des situations très, très, très intéressantes. Des citoyens d'origine indienne ont dirigé ce parti, ont dirigé des syndicats, et jusqu'à présent, la sauce est en cours de cuisine. Et je ne sais pas, parce que l'Afrique du Sud a actuellement des problèmes du point de vue de la directionnabilité du pays, du point de vue des transformations sociales. Donc, c'est une question sur laquelle j'aimerais bien peut-être que l'intervenant revienne. Le deuxième exemple, c'est le Ghana, avec l'expérience autour de Kwame Nkrumah. Son institut de Winneba a formé beaucoup de cadres politiques africains, a généré au moins 2 présidents, Atta Mills, qui est ghanéen lui-même, Robert Mugabe, qui est président du Zimbabwe, tous sont des produits de cet institut de Kwame Nkrumah. Des membres du Parti communiste américain sont venus travailler avec lui, notamment Dubois, qui à 90 ans a traversé l'Atlantique pour venir rester, travailler et mourir au Ghana. Voilà un autre exemple. Le troisième exemple, c'est le Parti communiste français en Afrique de l'Ouest, les groupes d'études communistes et l'émergence du RDA. J'ai lu, bon, détail, anecdote, mais une bonne partie de la délégation qui est venue de France, les Africains qui participaient au Congrès, ont été transportés, pilotés par le Parti communiste français. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que les gens se souviennent encore de ce congrès de 1947 à Bamako? Dans quelles conditions ça a uni les différents panafricanistes, différents pays? Voilà quelques questions que j'aimerais bien souligner. Et je n'ai pas de réponse pour beaucoup d'entre elles. Merci. Voilà. Alors, si vous permettez, parce qu'il semble que Serge ait des obligations et qu'il va bientôt nous quitter, nous allons donc lui passer la parole pour qu'il puisse apporter des contributions sur les contributions qui ont été apportées. Ensuite, nous reviendrons à Habib et si nécessaire, on ouvrira à nouveau le débat dans la salle parce qu'on a encore presque une demi-heure. Bon, on n'est pas obligé d'utiliser la demi-heure, hein. On peut faire une pause plus tôt que prévu. Serge, je vous repasse la parole. Voilà, merci beaucoup. Effectivement, je suis contraint par une conférence que j'anime, en plus de vous quitter très bientôt. Je voudrais dire qu'en écoutant les différentes interventions, j'ai été particulièrement heureux d'écouter des propositions de travail
des directions de recherche dans une série de domaines, avec parfois une grande force de conviction sur la question des archives, sur la question aussi de la nécessité de travailler ensemble. Et si vous le souhaitez, en ce qui concerne la Fondation Gabriel Péri pour le domaine dont je m'occupe, c'est-à-dire la question des archives, de l'histoire documentaire du mouvement ouvrier, mais aussi international anticolonialiste, et aujourd'hui pour les mouvements de libération nationale, on peut essayer de travailler ensemble et mettre en place un atelier, un groupe de travail. Je m'en remets à Christelle pour mettre ça, tout au moins faire les contacts. En tout cas, moi, je suis particulièrement disponible pour inscrire, c'était le sens de mon message, dans la durée, avec des collègues aussi qui sont des collègues italiens, belges, et qui sont des jeunes chercheurs. Et je pense des chercheurs sur l'ensemble du continent africain. Il y a quelques groupes de recherche, effectivement, en Afrique du Sud. Il y en a aussi sur l'Afrique anglophone. Mais nous pouvons commencer ici avec vous pour le Sénégal, commencer par un premier groupe de travail. Je suis disponible, en tout cas, pour mettre ça, pour participer à un groupe de travail. Et je vous propose que ce soit vous qui preniez l'initiative. Mais en tout cas, moi, je suis disponible pour accompagner et d'autre part dire qu'il y a des universitaires qui sont des jeunes chercheurs qui peuvent être disponibles. Je rappelle, avec Christelle, nous étions il y a quelques années au Burkina pour aborder les questions des archives du mouvement ouvrier, les archives des mouvements sociaux dans les pays. C'est une urgence de sauver ces archives. Il y en a qui sont pour la période coloniale ou post-coloniale, effectivement en France. C'est une urgence de pouvoir y accéder, c'est tout à fait juste, mais dans les propres pays, il y a aussi la question de sauver les archives du mouvement ouvrier ou des mouvements sociaux ou des mouvements politiques progressistes. Voilà, merci beaucoup. Et merci de votre accueil au colloque. Et désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. Voilà. Merci Serge. Je crois que votre invitation sera certainement entendue. J'espère. Merci. Ouais. Oui, mais je voulais vous passer la parole après, puis ensuite reprendre un dernier tour. Allez-y. Oui, c'est l'essentiel, comme vient de le dire Serge, que ces interventions ouvrent le débat, donc ouvrent donc aux propositions. C'est le plus important. C'est que au-delà de nos interventions, c'est que ces questions-là soient, disons, un objet de réflexion et se posent. Je regrette, enfin, depuis 3 jours, donc j'essaie de prendre contact avec le collègue chef, directeur du département d'histoire de cette université. Et justement, c'est pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. C'est le plus important. C'est comment en faire dans nos universités, parce que c'est notre devoir de chercher ou bien d'incruster comme champ de recherche au niveau de l'histoire de ce passé colonial dans ses différentes composantes, dans les différents partis, parce que nous avons, en tant que faisant partie des partis de la gauche, nos luttes ont été souvent occultées ou bien n'ont pas été, donc ont été mises aux marges. Donc c'est de notre devoir d'installer dans nos différentes universités, par exemple, c'est pas durant l'année, parce qu'on vient de rappeler 1921, beaucoup de mouvements communistes dans le sillage de la fondation de l'Internationale communiste, il y a eu la fondation de plusieurs partis communistes. Et en Tunisie, nous avons passé toute l'année dernière, 2021, nous avons organisé 11 rencontres dans différentes villes, y compris à Paris, pour
commémoré scientifiquement. Je veux dire, c'est-à-dire c'est donné à partir donc, des opérations de collecte, parce que la collecte, c'est pas seulement les choses qui se trouvent en France. Moi, j'ai avancé l'idée que, enfin, c'est une expérience tunisienne et c'est pas un hasard. Elle a été faite en 1981 par un socialiste français, Charles-André Julien et Bourguiba. Donc, bon, évidemment, chacun dans sa tête, donc il a une vision, mais en tout cas, ces archives-là, sous la forme de microfilms, se trouvent aujourd'hui en Tunisie. C'est le plus important. Ce sont des archives. Évidemment, je souscris à ce qui a été dit pour les archives audiovisuelles. Il y a un effort qui doit se faire. Et aujourd'hui, ce que nous faisons avec Serge, avec la Fondation Gabriel Péri et aussi avec l'Université de Bourgogne, avec son directeur Jean Vigreux, c'est-à-dire que nous essayons donc les uns les autres, donc eux sur une plateforme. Je suis en train, personnellement, tout ce que j'ai collecté pendant 45 ans, parce que je suis l'auteur d'une thèse sur le Parti communiste tunisien, mais les jeunes chercheurs qui sont avec moi, nous sommes en train de collecter ces archives-là et de les scanner sur une plateforme qui sera ouverte à tout le monde au niveau international, maintenant au niveau des archives numériques. Donc, ça peut transcender les pays. Donc, c'est aujourd'hui le plus important, c'est de faire cet effort à nous comme chercheurs. Si les autres, donc, détenteurs de mémoire, parce qu'il y a des raisons politiques, parce que c'est ça ce qu'on appelle la mémoire occulte, ou bien donc le fonctionnement de la mémoire n'est pas celui du fonctionnement de l'histoire. L'histoire cherche tout, aussi bien au niveau des archives écrites, des documents écrits, que ce soit au niveau de la transmission orale, parce que aussi il y a un problème, nos organismes ou nos institutions n'accordent pas tout l'effort qui se doit à collecter les témoignages. Hier même, vous avez parlé que la télévision sénégalaise donc, ne donne pas, ou bien donc il y a des problèmes à résoudre chez nous, de même qu'il y a des problèmes à résoudre ensemble au niveau de la coopération. Et nous avons des collègues comme nous qui sont soucieux donc, de cette même vision, parce que c'est une histoire, c'est un passé qui a été partagé. Donc, il est important que les historiens des deux rives ou bien des deux continents le fassent ensemble. Donc, il y a, je pense que la tenue c'est la sixième session de ces rencontres qui se font au Sénégal. C'est la preuve qu'il y a une disponibilité des uns et des autres à mener ce travail ensemble. C'est le plus important et c'est bien marqué dans le titre, donc de chercher le champ des possibles, donc de chercher ensemble ce que nous pouvons ensemble. Évidemment, c'est une lutte qui continue parce que l'histoire ne s'arrêtera pas. Aujourd'hui, nous utilisons ce qui est disponible, ce que nous avons pu arracher ou bien nous avons pu avoir comme document au niveau mémoriel, mais d'autres générations, c'est pour ouvrir la voie que d'autres générations le fassent. Donc, j'ai entamé mes recherches il y a 45 ans. Il y a encore des étudiants qui font des thèses, qui font des mémoires de master, et il nous appartient que ce champ de la recherche soit existant. Et on ne tombe pas dans les effets de mode. Maintenant, on se désintéresse. Non, on peut, peut-être au niveau politique du quotidien, peut-être tel parti de gauche ou bien tel, etc., donc peut chuter, mais rien n'est définitif. Mais le plus important, que l'histoire de la gauche, l'histoire du mouvement ouvrier, l'histoire du communisme deviennent des champs constants de la recherche. Donc, comme il y a l'histoire économique, l'histoire sociale, l'histoire du mouvement ouvrier doit s'installer comme une donnée qui existe au niveau comme orientation au niveau des soutenances, des inscriptions au niveau des thèses et des mémoires. C'est le plus important, puisque de toute façon, nous faisons nos travaux dans l'enceinte d'une université, glorieuse université
connu à travers le monde, et évidemment il ressort de la responsabilité et du devoir des collègues ici, je parle du Sénégal, mais comme je le dis de la même manière, je le dis dans ma propre université. Il faut que cette histoire du mouvement ouvrier, cette histoire des idéaux de la justice doivent continuer. Donc, c'est un devoir universitaire, académique. Merci. Voilà, merci. Est-ce qu'il y aurait peut-être une ou deux questions? Oui, Félix Adomelo. Oui. Merci. C'est l'occasion de dire que souvent, on a tendance à banaliser l'histoire. Et c'est vraiment une grosse erreur, surtout dans nos différents pays africains, où les préoccupations ne sont plus de cet ordre-là parce qu'on estime que c'est des histoires anciennes et qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Mais j'aimerais dire ceci, que l'histoire d'un peuple, c'est comme le CV de quelqu'un qui cherche un travail. Si vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez pas d'avenir. Si vous n'avez pas de CV, eh bien, vous n'avez pas d'avenir en matière d'emploi. C'est aussi simple que ça. Et donc, maîtriser, et surtout, il ne faut pas que votre CV soit fait par votre concurrent ou par votre adversaire, sinon vous allez échouer au passage de l'épreuve de recrutement. Donc, il faut qu'on soit d'abord non seulement maître de notre histoire, mais il faut qu'on s'arrache notre histoire, parce que c'est quand on aura retrouvé notre passé qu'on pourra construire notre avenir en se référant à ce passé-là. Et ce travail-là, l'apport des communistes a été essentiel. Ce n'est pas simplement les communistes en tant que tels comme acteurs sur le terrain, mais souvenez-vous que la grande pensée des communistes, ça a été que l'histoire de l'humanité a été toujours l'histoire de la lutte des classes et non l'histoire entre le bien et le mal. Ça a été la première grande révolution que les communistes ont apportée à l'humanité. Et après la révolution de 17, toutes les cellules communistes en Afrique ont été créées par des communistes. Et c'est ceux-là qui ont constitué les premiers partis en Afrique qui ont conduit le mouvement de lutte anticolonialiste. Le RDA même a été fondé par des communistes et apparenté aux communistes. Et c'est les partis communistes le Parti communiste français qui a été vraiment à la manœuvre pour que tous ces mouvements-là puissent s'organiser, se mettre en mouvement et mener la lutte anticolonialiste. C'est vrai qu'après la victoire, certains se sont retournés contre les communistes en se désapparentant, mais d'autres ont quand même continué la lutte et c'est ainsi que toute l'Afrique a été libérée. Et donc, si on veut parler de libération de l'Afrique, eh bien, c'est l'œuvre des communistes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, ça, c'est un élément important à souligner. Et après la colonisation, il a fallu reconstituer la mémoire de l'histoire du continent. Et souvenez-vous que lorsque Makhtar Mbow a été patron de l'UNESCO, c'est Makhtar Mbow qui a eu l'idée d'asseoir une commission internationale de 230 experts et qui ont travaillé de 64 jusqu'en 1999 pour réécrire toute l'histoire de l'Afrique en 8 volumes de 800 pages. Et jusque-là, ces 8 volumes de 800 pages ne sont connus dans aucune école africaine. Et c'est ça qui est dommage. Et je crois qu'on ne peut pas confier notre sort toujours à l'UNESCO parce qu'on n'a pas toujours des Makhtar Mbow à l'UNESCO. Mais il est important qu'on cherche une institution qui va continuer l'œuvre pour qu'il y ait. Parce que les 230 experts, c'était des historiens africains. Il y avait les Cheikh Anta Diop, il y avait enfin, tous les grands historiens africains qu'on connaît de cette époque qui ont travaillé sur ça. Et même c'est là que les thèses de Cheikh Anta Diop ont été confirmées par les 230 experts où il y avait des Européens, des Russes, des Asiatiques et des Africains. Et d'abord, les 2 tiers étaient les Africains, mais le tiers était des non-Africains. Et donc, je crois qu'il est important d'abord qu'on s'approprie ce qui est déjà fait, puisque là, c'est disponible même sur Internet. Vous tapez Histoire générale de l'Afrique, UNESCO, vous avez les 8 volumes gratuitement. Donc ça, et or là, ça part de 3000 ans avant Jésus-Christ jusque ces années-là. Et des volumes sont en train d'être écrits encore mais ça s'est arrêté parce que cette commission-là ne travaille pas.
Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit récupérer, je ne sais pas comment, mais il faut qu'on ait une institution panafricaine qui puisse s'en charger sous l'égide de l'ONU, qui va continuer cette œuvre, où chacun va s'inspirer. Chacun va s'inspirer, les artistes vont s'inspirer, je dirais tous les hommes de lettres, toutes les personnes de culture, les politiciens vont s'en inspirer pour pouvoir retrouver notre mémoire. Parce que souvenez-vous, les Européens, la Renaissance a été quoi? Ils se sont référés à leur propre culture passée, c'est-à-dire à l'histoire de la Grèce. Et c'est l'histoire de la Grèce qui a été resservie et qui a permis la Renaissance. Donc c'est en retrouvant leur passé qu'ils ont pu retrouver le chemin de leur avenir. Ben nous, notre histoire africaine de 3000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 525 ans avant que les Perses n'attaquent l'Égypte, ben, qui connaît cette histoire? Chacun Diop en a beaucoup fait. L'histoire générale de l'Afrique a consacré près d'une vingtaine d'années pour refaire cette histoire. Il faut qu'on s'en approprie et il faut qu'on puisse l'enseigner déjà dans nos écoles, parce qu'on continue d'enseigner l'histoire qui a été fabriquée sans nous et contre nous. Et comment voulez-vous qu'on puisse retrouver notre avenir si notre propre CV est mal rédigé? Donc voilà un peu quelques éléments que je voulais donner pour qu'on puisse comprendre que sans histoire, on n'aura pas d'avenir. Et si on a une mauvaise histoire, on aura un mauvais avenir. Et il faut qu'on soit l'auteur, acteur et archiviste de notre propre histoire. Et ça, il faut qu'on trouve les moyens d'y arriver. Merci. Voilà, merci. Une dernière intervention. Bonjour. Je voulais poser une question par rapport aux études marxiennes sur l'Afrique. Et j'ai un peu constaté quand je fais l'historiographie de ces études, je prends Majmoud Diop, je prends Kokri-Vidrovitch, les Alidian, de grands intellectuels qui ont été souvent inspirés par le communisme et le marxisme. J'ai compris, quand j'étudie ça, j'ai le sentiment que cette génération, Pierre, n'a pas saisi la société africaine. J'ai souvent senti que quand vous les étudiez, et surtout dans les sociétés islamiques, il y a une tendance à occulter le fait religieux qui a été un ferment de transformation de nos sociétés. Or, en l'écartant, ils nous ont un peu écarté du modèle de développement que nous avions besoin à l'époque, c'est-à-dire intégrer le fait religieux dans nos sociétés. Donc, je voudrais vous poser cette question-là, que ce soit en Tunisie, où nous avions un modèle islamique un peu, entre guillemets, modéré, et au Sénégal, les études communistes n'ont réellement pas compris nos sociétés et nous ont imposé une vision externe. C'est une hypothèse que j'avance et j'attends votre réponse. Merci. Ouh là là. Je crois qu'on va vous donner la parole pour 2-3 minutes et puis après on fait la pause. Parce que franchement, si on ouvre le débat que Bertrand Bassène, dans lequel il veut nous engager, surtout ici au milieu d'une vingtaine de militants du PIT, ça demande une autre conférence. Pas seulement un panel, mais une autre conférence. Je voulais juste compléter, si vous permettez, pour le collègue qui vient de parler, et de jeter une pierre dans un jardin qui ne devait pas recevoir cette pierre. Il y a des historiens sénégalais qui d'ailleurs, pour certains, viennent de chez nous au PIT, qui ont énormément écrit sur le mouridisme et sa résistance par rapport à un certain nombre de questions qui ont été aussi abordées par certains historiens français. S'il veut, je peux lui donner les références. Merci. Oui, évidemment, chacun connaît mieux son propre pays et son historiographie. Concernant la Tunisie, je peux lui citer ou bien on peut s'échanger nos adresses pour dire qu'il ne faut pas présenter les choses de cette manière aussi radicale pour dire que tel courant a voulu imposer, parce que le courant lui-même libérateur des femmes en Tunisie, il est sorti de la mosquée Zitouna. Tahar Haddad, il est bien connu, donc il ne connaît pas un mot en français, mais ça ne l'a pas empêché d'être une des sources du mouvement d'émancipation des femmes en Tunisie pour que la Tunisie indépendante institue quelques mois après l'indépendance le code du statut personnel. Donc, ou bien
que je connais le mieux, le Parti communiste tunisien, il a été un des premiers à publier les travaux de Cheikh Thalbi, l'esprit libéral du Coran. Donc chacun, évidemment, c'est peut-être parce qu'on ne connaît pas ces choses-là que, évidemment, et puis, par exemple, l'idée que le Parti communiste, beaucoup de ses dirigeants étaient formés pas à l'école francophone, mais à la Zitouna. Donc c'est-à-dire cet effort de compréhension mutuelle, il date de bien longtemps. Et c'est-à-dire toutes ces choses-là, nous avons eu l'occasion de les revoir à l'occasion de ces 11 rencontres qui s'étaient tenues au cours de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire le plus important, c'est de ne pas voir les choses dans leur aspect antagonique, mais de les voir dans ce que ces mouvements, ces courants de pensée peuvent apporter au progrès de nos pays respectifs et non pas de les prendre comme, évidemment, comme dans la gauche, il y a un certain de l'utopisme ou bien il y a des courants qui sont radicaux, bien également, il faut le dire que dans la pensée islamique, il y a bien aussi des gens au nom d'Allah qui peuvent tuer les gens, donc d'autres gens. Donc il faut voir ce qui est le plus important, c'est que de développer cette réflexion en tant que champ de la recherche. Et la recherche ne peut, en tout cas dans le domaine de l'histoire, aucune recherche digne de ce nom ne peut se prévaloir. Donc il faut les archives et il faut que l'approche soit reconnue comme une approche de recherche de la vérité. Donc c'est le plus important et c'est un débat ou bien c'est un effort continu que nous avons le devoir de mener et aussi en coopération avec nos collègues européens. Donc notre colloque, notre rencontre se place donc Afrique-Europe, les champs du possible. Donc chercher, comme ça, on vient de le rappeler, donc Serge prend l'engagement et j'espère que les collègues ici au Sénégal, au département d'histoire, les ONG ou le Parti de l'indépendance prennent en considération. Et personnellement, je suis prêt m'engager devant vous à apporter ma contribution dans la mesure de mes moyens qui s'offrent à moi en Tunisie. Merci. Voilà, je crois que nous allons mettre fin à cette session pour permettre à la prochaine séance de s'installer. Je vous remercie tous pour vos contributions. J'espère que les appels à coopération qui ont été faits, aussi bien par Serge que par Habib, seront entendus par les participants qui peuvent donc les contacter à travers les organisateurs. Et je crois que je pourrais dire en conclusion qu'il y a des appels pour faire peut-être l'état des lieux de la recherche sur l'interaction entre trois grands courants de pensée, le panafricanisme, le marxisme et l'islam. Et comment cela peut nous permettre de réévaluer notre histoire et surtout de planifier notre futur. Voilà, je vous remercie.